Bonsoir à toutes et à tous si vous nous rejoignez. Le projet de loi de finances PLF 2026 vient d'être présenté au Parlement par le gouvernement avec des objectifs ambitieux. Ramener le déficit public à moins 4,7% du produit intérieur brut en 2026 contre environ 5,4% en 2025. En clair, on essaie de réduire le trou du budget sans encore revenir à l'équilibre. Mais pour y parvenir, il faudra trouver près de 40 à 50 milliards d'euros. On s'attend donc à de nouvelles coupes, de nouvelles taxes et un possible recentrage des aides. En même temps, l'exécutif met l'accent sur des priorités fortes, la défense, l'éducation et la transition écologique. Un exercice d'équilibrisme dans un climat politique tendu après la chute du gouvernement Bayrou et les appels à un budget de responsabilité de la part de Bercy. Est-ce un budget de rigueur nécessaire ou une austérité qui ne dit pas son nom? Et pour revenir sur ces éléments, avec nous ce soir, Julie Garnier, oratrice nationale et conseillère régionale Île-de-France pour la France Insoumise, et Romain Eskenazi, député PS et conseiller municipal de Montmorency. Bonsoir Julie, bonsoir Romain, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors on a vu ces derniers jours, même ces dernières semaines, le Premier ministre Sébastien Lecornu est apparu affaibli politiquement, son gouvernement est en situation minoritaire et l'adoption du budget 2026 paraît incertaine. Alors selon vous, comment est-ce que cela peut affecter la crédibilité des arbitrages justement budgétaires et aussi votre confiance dans ce texte? Peut-être, je ne sais pas, Romain, si vous voulez commencer. Écoutez, ouais. Ce texte, il ne nous va pas du tout. On l'a dit depuis le départ. Il porte encore l'effort sur les classes moyennes, sur les classes populaires. Il propose encore des coupes dans les services publics qui nous semblent essentiels. L'éducation, mais aussi la santé, avec une diminution de l'Ondam. Donc le budget des hôpitaux, moi qui ai travaillé 4 ans à l'hôpital en d'être élu, je peux vous dire que ce sera absolument dramatique pour l'hôpital. Et donc on se plie au travail parlementaire, de négociation, de discussion, d'adoption des amendements. C'est ce qui se passe depuis vendredi de la semaine dernière. On a eu des séances vendredi, samedi, et là toute la semaine, sauf aujourd'hui parce que c'est la niche du Rassemblement national, mais ça reprend demain avec le sujet majeur de la fiscalité des très hauts patrimoines. Et donc, je suis à peu près persuadé que le budget qui ressortira à la fin ne sera malheureusement pas un budget de gauche, parce que nous pèsons que 34% dans l'hémicycle, donc on ne va pas pouvoir imposer un budget de gauche. Mais je suis également persuadé que ce ne sera pas le budget initial présenté par monsieur Lecornu initialement. Il y a déjà beaucoup d'amendements sous l'impulsion de la France Insoumise, des socialistes, des écologistes, même du MoDem, qui essaie de mettre un peu plus de justice, l'accord étant que le gouvernement ne pourra tenir qu'avec un budget plus juste. Donc je pense qu'à la fin, ce budget ne satisfera personne, parce qu'il n'y a pas de majorité, ce ne sera pas de budget initial de M. Lecornu, et ce ne sera pas un budget de gauche, malheureusement. Madame Garnier ? Non, ce sera un budget cruel. Mais en réalité, le premier jeu parlementaire commençait par la censure. Il fallait commencer par le début. Et déjà, ça nous aurait épargné tous ces faux débats en réalité qu'il y a, parce que les amendements qui certes passent là en ce moment, en réalité on ne sait même pas s'ils vont passer à la fin, puisque on ne sait pas comment ce budget va être adopté. Là on voit qu'il y a une volonté de la part de l'exécutif de faire traîner en longueur. Donc vous savez que le budget, pour qu'il soit adopté, c'est ce que dit la Constitution, il y a un certain délai. Or, ce délai ne sera visiblement pas tenu, vous le savez, vous siégez, et on sait très bien qu'il va y avoir un autre tour de passe-passe. Il faut dire que Macron et compagnie nous font visiter un petit peu tous les contours de la Constitution pour essayer de le faire passer et nous imposer en réalité un budget, je vais le dire, il faut le dire, ce sera un budget cruel. Véritablement cruel. Ça sera une monstruosité. Et même s'ils prétendent dire on va faire pour l'éducation, sur les hôpitaux, vous l'avez concédé vous-même, ça sera une boucherie. Moi, je travaille dans l'éducation. Mais on le sait. Enfin, qui est surpris? Vous êtes surpris, vous, vraiment? Je vous apprends vraiment quelque chose. On sait très bien que ce budget va être une monstruosité. Moi, je travaille dans les lycées. Je suis prof. Je peux vous assurer que là, actuellement, dans mon lycée, il y a à peu près 15 AESH pour 87 élèves qui auraient besoin d'un accompagnement. Et mon lycée n'est pas une exception, loin de là. Dans une autre école, on vient d'apprendre qu'il n'y a même plus d'AESH. Comprenez ce qui est en train de se passer. C'est que dans les services publics, en réalité, il y a un tri qui s'opère. Il y a un tri qui s'opère. Parce que les soignants ne peuvent plus soigner tout le monde. Parce que les enseignants ne peuvent plus s'occuper de tous les élèves. C'est ça qui est en train de se passer dans les services publics. Et donc, on sait très bien que ce budget va être une catastrophe. Et c'est pour ça qu'il y avait une option, en réalité.
C'était la censure. Alors, est-ce que je peux me permettre de rebondir ou pas? Parce qu'il y a vraiment une question fondamentale que je me pose et que je n'ai eu aucune réponse de personne chez les Insoumis pour le moment. C'est en quoi est-ce que, selon vous, la censure aurait abouti à un budget plus juste? Selon quelle procédure? Parce que moi, je peux vous dire ce qui se passe en cas de censure. En cas de censure, pour qu'il y ait un budget, il y a une loi spéciale. Une loi spéciale, ça reconduit le budget l'année dernière, moins les investissements, moins les subventions, moins l'embauche de fonctionnaires. Ensuite, il peut y avoir l'application par les ordonnances, qui appliquent la version 1 du budget Lecornu avant tous les amendements que vos collègues Insoumis et moi-même essayons de faire passer en ce moment à l'Assemblée. Donc là, pour le coup, ça aurait vraiment été la casse. Et derrière, l'autre éventualité, effectivement, c'est la dissolution. Or, aujourd'hui, on constate dans tous les sondages, au-delà de toutes les marges d'erreur, qu'une dissolution ne donnerait pas de majorité à la gauche, mais verrait une percée du Rassemblement national de 100 voix. Non, c'est pas ce qu'on dit à chaque fois, madame. Moi, je me suis engagé contre le RN, c'est pas pour leur donner Matignon sur un plateau. Si vous faites de la politique avec les sondages, je vous le dis honnêtement, arrêtez la politique, parce que les sondages, on les a fait démentir à chaque fois. Donc vous, votre pari, c'est une majorité absolue pour la gauche en cas de dissolution? Non, moi, mon pari, c'est de justement faire en sorte que le problème numéro 1 dans ce pays s'en aille. Et le problème numéro 1, c'est Macron. Et c'est bien ça le souci. Ni vous ni moi n'en avons le pouvoir, madame. Et je ne sais pas si vous avez vu les dernières images du président, il n'est pas sur le point de partir. On l'avait. Le problème, c'est qu'effectivement, quand on ne vote pas la censure, quand on ne fait pas passer la destitution, bien évidemment, ça ne peut pas. Mais ce n'est pas grave. On continue. On ne sait pas prendre les électeurs au sérieux, madame. Ah si, moi je les prends très au sérieux, les électeurs. Non, la destitution, c'est impossible, vous le savez très bien. Et les Insoumis le savent très bien aussi. Est-ce que je peux juste terminer? Je vous en prie, madame. Merci. Les électeurs ont élu des députés, et notamment vous, d'ailleurs, mais pas que vous. C'était sur un programme qui s'appelle le NFP. Et aujourd'hui, vous êtes en train de négocier sur des bases que vous n'avez pas établies avec vos électeurs. C'est ça aussi qu'on vous reproche. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il faut revenir, quand on a des débats comme ça, il faut revenir aux urnes. C'est comme ça qu'une démocratie fonctionne. Et aujourd'hui, on voit qu'on a un problème, et je dis bien c'est le problème numéro 1, c'est qu'on a un président qui, malheureusement, veut absolument faire passer, coûte que coûte, sa politique à lui, au détriment de tout. Il y a un an, je rappelle quand même que le NFP est arrivé en première position. Oui, ce que j'allais dire, il y a eu justement un vote. Il y a eu une élection et il n'a pas été respecté. Il ne l'a pas respecté. Donc, à un moment, il va falloir qu'on prenne conscience qu'on est dans une profonde crise politique et que ça ne se règle pas par des débats ou par des réunions ou par je ne sais quoi. Ce n'est pas comme ça qu'on va régler le problème. Quelle serait la solution selon vous? Parce que là, les Français aussi, on a l'impression qu'avec toutes ces divisions, ce remue-ménage politique et encore cette interrogation autour du budget depuis quand même, ça va faire maintenant plusieurs mois, voire années, quelle serait la solution aussi pour les Français? Parce que la solution, on l'a mise déjà sur la table. C'est que Macron s'en aille, puisque c'est lui le problème numéro 1. C'est lui qui doit partir. Excusez-moi, il n'y a pas que la France insoumise qui le dit. Enfin, Édouard Philippe aussi. Édouard Philippe, je crois même que Valérie Pécresse, pourtant je suis conseillère régionale, je peux vous assurer que je ne suis pas vraiment d'accord avec sa politique. Mais on est plusieurs en réalité à le dire, parce qu'à un moment, il faut identifier le problème. Et que ce problème n'est pas qu'un problème de budget en réalité qu'on a. C'est qu'on est face à une politique qui est menée par un clan, par une minorité, qui se fait aux dépens de la grande majorité. C'est bien pour ça, par exemple, quand on parle de taxe Zuckman, on voit qu'il y a un soutien populaire sur ces mesures-là. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en face, ça tire toutes les larmes de crocodile qu'ils peuvent pour nous expliquer que, bien évidemment, la taxe Zuckman, ça serait confiscatoire. Bien évidemment, 2%. Vous vous rendez compte, ce 2%, ce que ça représente? Enfin, à un moment, il faut que ça cesse. Je vous assure qu'on n'a pas le temps, en réalité, de ces débats-là. Sauf que le temps, précisément, vous leur avez donné du temps. C'est ça, en réalité, qui est reproché. Et je le sais d'autant plus que je suis dans une circonscription qui a élu un député, Parti socialiste, qui s'appelle Olivier Faure. Et je peux vous assurer que les électeurs dans cette circonscription sont extrêmement remontés. Parce que le temps, les gens ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas, le temps. Quand moi, j'ai des gamins qui ne mangent pas le midi, ils n'ont pas le temps. Quand il y a des gamins qui ne sont pas accompagnés, il n'y a pas le temps. Quand il y a des malades qui ne se font pas soigner, il n'y a pas le temps. C'est pour ça qu'il y avait une urgence. Et que cette censure, elle aurait dû passer dès le départ. Parce qu'il n'y a aucun signe. Il n'y a absolument aucun signe qui aurait pu faire croire qu'il y allait avoir un arrangement, qu'il y allait avoir un compromis de possible avec lui. Macron n'en a jamais fait de compromis. Il n'en fera jamais.
Il ne faut pas avoir une boule de cristal pour le deviner. Écoutez, pour moi, la démocratie, madame, c'est d'abord respecter le score des élections, même s'il ne nous plaît pas. Moi, j'aurais préféré j'aurais préféré, mais je vais y venir, madame. J'aurais préféré que la NFP soit majoritaire. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Et donc, c'est quoi, en fait? Quand il y a une élection, le résultat ne nous plaît pas, on demande une dissolution, comme le fait effectivement, là, pour le coup, et LFI et le RN, de demander on dissout jusqu'à ce que moi, j'ai la majorité seule pour faire rien que mon programme et tout mon programme. Il n'y a jamais eu, madame, autant de participation à une élection depuis 30 ans. Cette assemblée est plus légitime que jamais. Qu'on le veuille ou non, elle est représentative de ce que souhaitent les Français. Un tiers pour la gauche, un tiers pour l'extrême droite et un tiers pour la droite, à peu près. Simplement, le programme, moi, je le défends toujours. Simplement, les Français savent compter. Quand on a 34%, et les syndicats le savent bien d'ailleurs, qui ont fait un communiqué commun pour saluer la suspension de la réforme des retraites, parce qu'ils savent bien, les syndicats qui pratiquent la démocratie tous les jours, que s'asseoir avec quelqu'un pour discuter, c'est pas s'allier. Quand les syndicats s'assoient à la table d'un patron... les réunions, elles sont secrètes. Mais madame, les réunions ne sont pas secrètes. Regardez, elles se passent dans l'hémicycle tous les jours avec l'adoption des amendements, et je ne peux pas vous dire ce qui se passera demain, notamment sur la taxe Zumpan que nous défendrons, sur l'amendement de repli que nous défendrons. Moi, je considère qu'il y a des urgences sociales et écologiques, et on ne peut pas parier sur le départ d'un président de la République, que rien ne l'y oblige, madame. Aujourd'hui, il y a une assemblée, et on va essayer de répondre aux urgences sociales et écologiques qui ne peut pas attendre une hypothétique élection anticipée que Macron ne veut pas et que la Constitution ne prévoit absolument pas. Moi, ce que je propose, c'est d'arracher toutes les victoires sociales et écologiques qu'on veut jusqu'en 2027, que la gauche se prépare et qu'on remporte les élections présidentielles pour empêcher que le RN accède au pouvoir. Parce que tout ce que vous me décrivez dans les services publics, tout ce que vous me décrivez pour les cantines, tout ce que vous me décrivez pour les habitants qu'on a sur nos territoires, il n'y aurait rien de pire qu'une majorité Rassemblement National avec LR. Vous dites que le pari du débat parlementaire est risqué. Eh bien pour moi, jouer à la roulette russe avec l'avenir des Français en pariant sur une dissolution demain, alors même que tout prévoit un effondrement de la gauche et une montée du Rassemblement National, eh bien moi je trouve ça très risqué pour les Françaises et les Français. Moi je respecte leur vote. Malheureusement on n'a pas la majorité, mais le but, mon objectif, madame, vous savez... Un programme, c'est pas une fin en soi. Moi, je suis pas religieux, je ne sacralise aucun texte. Donc, un programme, c'est un moyen pour arriver à quoi? À plus de justice sociale et écologique. Non, si jamais ce moyen, c'est un contrat avec vos électeurs. Un contrat. Ah, mais madame, le contrat, je le respecte. Simplement, non, l'Assemblée, madame, il y a. Mais je sais très bien que les insoumis disent nous, c'est tout ou rien. Et du coup, c'est rien. Non, c'est que vous respectez vraiment pas ce programme. C'est tout le programme ou rien. Vous voulez des exemples? Mais dans madame, moi, je défends. Juste avant de donner les exemples, on va juste continuer un tout petit peu sur le budget et on va écouter justement Aurélien Lecoq, qui est donc député LFI, qui revient justement sur cette taxe Zuckman Light des socialistes, qui n'en serait pas une, selon lui. On écoute. Pourquoi il y a un débat sur la taxe Zuckman? Parce que dans notre pays, les milliardaires ne contribuent pas à l'impôt comme tous les autres. Les milliardaires ont un taux d'effort qui est de l'ordre de 25% lorsque l'ensemble de la population a un taux d'effort et de contribution. En réalité, les milliardaires, elle va exonérer le patrimoine professionnel, soit quand ce sont des actions familiales, soit lorsque on a plus de 50% des titres. Mais pour avoir un exemple clair et précis, par exemple, Monsieur Bolloré ne paiera pas la taxe passoire des socialistes. Par exemple, Monsieur Bernard Arnault, s'il rachète 3% des parts de LVMH, ne paiera pas la taxe passoire. C'est-à-dire qu'à la fin, elle ne rapportera presque rien. Alors, on sent bien qu'il y a énormément de débats justement autour de cette taxe Zuckman. Est-ce que, à vos yeux, un compromis à ce stade est acceptable justement pour atteindre donc l'objectif de justice fiscale, ou est-ce que toute mesure qui s'en écarte va perdre sa légitimité ? Moi, je pense que le bloc central commence à comprendre à force de prendre des claques. Et je le sens parce que les socialistes siègent, effectivement, à notre droite, on a les écologistes, à notre gauche, on a le MoDem. On siège toutes et tous ensemble dans les commissions, tous les députés des différents groupes. Donc, on échange avec les groupes, et la France insoumise compris. Tout le monde se parle à l'Assemblée nationale. Or, moi, je vois effectivement qu'ils étaient arc-boutés, comme vous l'avez parfaitement décrit, sur la politique menée depuis 8 ans, alors même qu'ils ont perdu les élections. On ne sait pas très bien qui a gagné. Le RN est le premier groupe, le NFP est la première coalition, mais ils ont formé une nouvelle coalition avec LR, et on n'y peut rien, ils sont plus nombreux que nous. LR plus bloc central, c'est 210 sièges. Nous, on est 193. Donc, moi, je revendiquais le pouvoir également, mais le fait est qu'ils forment aujourd'hui la coalition la plus nombreuse au Parlement. Ils nous voulaient entendre parler de rien en termes de pouvoir d'achat, de services publics, de justice fiscale. Il a fallu,
2, 3 gouvernements qui tombent pour qu'ils comprennent que s'ils ne faisaient pas un pas vers la gauche, parce que le RN a fermé la porte, ils censure tout ce qui bouge. Donc moi, je préfère que ce soit les socialistes à la table des négociations plutôt que le Rassemblement national. Je n'entends plus parler depuis plusieurs semaines de « faut supprimer l'AME pour sauver la France, faut une nouvelle loi immigration pour l'insécurité et il faut encore supprimer des fonctionnaires pour redresser le budget ». On est en train de gagner petit à petit le fait que le curseur se tourne plutôt vers nous, parce qu'ils savent très bien que si le Parti socialiste demain censure, le gouvernement tombe, il y a une dissolution et le bloc central s'écroule. À propos de la taxe Zuckman, nous on défend la taxe Zuckman pure et dure. On a reçu M. Zuckman au bureau national du Parti socialiste, on l'a mis dans notre proposition et on défendra demain un amendement qui la propose. On l'a vu en commission, il n'y a pas de majorité dans cette Assemblée. Pourquoi ? Parce que le RN est l'avocat des milliardaires dans chacune des discussions et des multinationales. Or, sans le RN et sans le bloc central, il n'y a qu'un tiers qui vote et donc la taxe Zuckman ne passera pas. Donc, on n'a pas proposé une taxe Zuckman light, on a entendu ce qu'a dit le bloc central. Ce qui nous gêne, c'est les holdings familiales et ce qui nous gêne, c'est les startups parce que c'est la startup nation. Très bien. On retire ces deux choses-là. Ça ne rapporte plus 15 milliards, mais 7 milliards. Que va faire LFI ? Il ne va pas voter cette proposition de repli ? Si on n'a pas ces 7 milliards supplémentaires, c'est demain 7 milliards d'économies à trouver dans l'éducation, dans l'hôpital et dans les services publics. Donc je peux vous garantir que si la taxe Zuckman ne passe pas, au même titre que nous votons leurs amendements qui sont bien pensés et bien rédigés, je vous garantis que l'ensemble de la gauche votera cette solution de repli pour faire moins d'économies pour les services publics et un peu plus de justice fiscale, même si ce n'est pas autant qu'on l'aurait voulu. On n'a jamais dit qu'on voterait pas votre... On est juste en train de dire que votre amendement, en réalité, va faire flop. C'est tout. Après, vous nous croyez pas, peu importe. Enfin, ça serait pas la première fois, de toute façon, qu'on vous annonce quelque chose et que finalement ça se passe. Mais c'est pas grave. On est en train de vous dire que les procédés d'évasion, de manipulation, j'ai envie de dire fiscale, en réalité sont tellement toujours possibles qu'ils vont faire en sorte de ne pas être assujettis à cette taxe Zuckman Light, peu importe le nom que vous lui donnez. L'amendement Mercier, il s'appelle. L'amendement Mercier, si vous voulez. Mais c'est la même chose en réalité. Ce que je veux dire, c'est que il y a toujours un moyen de pouvoir... contourner en réalité. Et c'est ça, c'est 7 milliards. Si, il faut les voter. Bien sûr que oui, qu'on les votera. La question n'est pas là. C'est ça que je vous reproche. C'est qu'à chaque fois, vous tombez dans le panneau de faire en sorte de, soi-disant, négocier des avancées qui, en réalité, n'en sont pas. C'est ça qu'on vous reproche. Et c'est exactement la même chose, par exemple, sur le décalage de la retraite. Toutes les avancées obtenues par LFI à l'Assemblée depuis 5 jours. Mais je ne sais pas si ces avancées... Et actuellement, ici, personne n'est capable de me dire si ces avancées vont réellement être effectives à la fin. Vous-même, vous n'êtes pas capable de me le dire, parce qu'on ne sait pas comment le budget va être adopté. Donc, à un moment, il faut arrêter de raconter des fables. On ne sait pas exactement quel budget on va avoir à la fin, parce que, je l'ai dit, on n'aura pas assez de temps, ça ne passera pas par un vote, de toute évidence. On ne sait pas si ça passera par des ordonnances ou par quoi que ce soit. Ça passera par un vote. Mais c'est pas grave, ils trouveront une autre astuce, vous inquiétez pas pour eux. Le 49.3, c'est juste un chiffon rouge. Mais on sait très bien que le budget, ils vont le faire passer. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils vont faire passer. Et moi, ce que je vous reproche, fondamentalement, c'est à chaque fois de tomber dans le panneau. Vous nous avez fait le coup aussi pour les retraites, en disant « Regardez, c'est magnifique, grâce à nous, on a suspendu les retraites. » Bon, en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas une suspension, c'est juste un décalage de 3 mois, que ça ne concerne qu'une génération pour 1964. En réalité, la seule chose que vous avez décalée, c'est le départ de Macron. Et je suis désolée d'y revenir, mais parce que c'est symptomatique. Macron n'a jamais annoncé sa démission, même en cas de censure, madame. Mais c'est un vous sortez que Macron de force. Démissionnerait. En fait, j'ai l'impression que vous êtes que dans l'hémicycle et qu'il n'y a que l'hémicycle qui est l'alpha et l'oméga de la démocratie. Je suis sur le terrain toute la semaine, je parle aux gens qui nous demandent de nous parler. C'est aussi le rapport de force du peuple, c'est-à-dire qu'il y a aussi des mobilisations. Il y a eu un mouvement du 10 septembre, il y a eu un mouvement du 18 septembre. Mais j'étais dans la rue, madame. Et il y a une colère, mais vous ne lui faites pas confiance au peuple. C'est ça aussi. Vous ne misez pas aussi sur lui. Vous ne misez pas sur l'éducation populaire, sur justement cette colère qui est là, qui existe, qui est beaucoup réprimée, mais qui existe justement. Parce que les gens n'en peuvent plus, ils ne vivent plus. Il y a des mots, regardez, vous avez commencé votre journal par là, en disant record de personnes qui sont mortes dans la rue. Et vous auriez pu enchaîner. Ouais. On a aussi un record de personnes qui ne se chauffent plus. Là, en ce moment, 1/3 des familles. Et encore un... Regardez à quel point on ne vit plus dans ce pays. Il y a une fracture qui est tellement totale. Je suis dans l'opposition, donc je suis conscient de tout ce que vous dites. Mais je suis dans l'opposition. Et respectez le programme sur lequel vous avez été élu. Vous avez été élu sur un programme de rupture. Entendez ça. Et entendez, madame, que les Français n'ont choisi qu'à 34%. Entendez que les gens qui vous ont élu vous ont demandé une chose. Ne nous trahissez pas. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et ça, je vous renvoie le compliment avec le sourire. Nous avons un programme de rupture que nous tenons. Vous ne le tenez pas. Et je peux donner juste un exemple, si je peux avoir le temps.
par exemple, sur le moratoire des grandes infrastructures. C'était dans le programme du NFP. Aujourd'hui, vous soutenez la 69. Aujourd'hui, vous soutenez le canal Seine-Nord-Europe. Ce sont des grandes infrastructures écocides. Et vous êtes en contradiction avec le programme pas du NFP. tout, madame. C'est moi qui ai pris la parole dans l'hémicycle pour voter contre la loi qui voulait faire de la 69 un projet à intérêt national. Au Parti socialiste, sans passer, vous n'êtes pas clair là-dessus. Écoutez, madame, en tout cas, il y a eu un vote dans l'hémicycle. Il y a eu un vote dans l'hémicycle, on était contre. Tout le PS est contre la 69 ? Ah non, il y a des élus locaux qui entendent leurs habitants et qui sont très majoritairement pour cette route. Moi, je ne connais pas précisément ce dossier. Et le canal Seine-Nord-Europe ? Écoutez, madame, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Là, on est en train de parler du budget. Et moi, ce que je vous reproche, c'est de dire aux gens, écoutez, pour nous, on est des puristes, c'est tout ou rien. Et donc, à chaque fois, c'est rien. Non, c'est pas moi, tout ça ou fait rien. 1 an et demi, madame, que je suis à l'Assemblée. Programme. Je vous donne un exemple. Pour moi, la différence fondamentale entre LFI et le PS se voit, par exemple, dans la manière dont on a abordé nos niches parlementaires. Vous avez fait une niche parlementaire où c'est la seule fois où LFI a le droit de choisir ce qu'on met à l'ordre du jour de l'Assemblée. C'est eux qui choisissent. Eh bien, ils ont mis, la dernière fois, l'abrogation de la réforme des retraites. C'est très bien, on se bat, on est pur, c'est dans le programme. 600 amendements déposés par le Bloc central. Je signale que la droite tient autant à garder cette réforme que nous, on tient à la brancher. On a débattu de 9h à minuit. À minuit, il restait 300 amendements. On est rentré à la maison avec rien. Nous avons choisi au Parti socialiste, certes, de faire des plus petits pas, une loi contre la vie chère en Outre-mer, une loi pour un quota minimum de soignants dans les hôpitaux, une loi pour le contrôle des crèches privées, une loi contre les pannes d'ascenseurs, et une 5e, nous avons fait passer 5 textes qui ont concrètement amélioré la vie des Françaises et des Français. Et donc c'est la différence, c'est effectivement une gauche qui se couche tranquille. Donc du coup, vous critiquez aussi la niche communiste qui a fait passer la même abrogation. Ah ben non, elle l'a fait voter. Elle l'a fait voter. C'était une résolution, madame. C'est nous qui le déposons. Je vous explique la différence entre une loi et une résolution. Mais si c'est les communistes, je vous explique la différence entre une loi et une résolution. Je pense que le sujet était plus sur le thème plutôt que sur si c'était une PPL ou une résolution. Non, parce qu'une résolution, ça change rien. C'était un message à faire passer, ce qui était très important. Pour continuer le débat, donc on s'est rendu compte que les dépenses de l'État vont être plafonnées dans plusieurs ministères. Et vous l'avez un peu évoqué aussi, est-ce que ça va être du coup un risque pour l'hôpital, pour l'école ou pour la sécurité ? Mais oui, en fait, nous on a obtenu 2 choses, 3. Non, vous n'avez rien obtenu. La suspension de la réforme des retraites, on nous a dit vous allez voir, machin, et au final on a obtenu ce qu'a demandé Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire ce que demandait après nous d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire cette fameuse lettre rectificative qu'on a obtenue, et du coup LFI était un petit peu en cours d'argument pour dire qu'on s'était fait soit qu'on était des traites, soit qu'on s'était roulé dans la farine. Elle est acquise aujourd'hui. La deuxième chose qu'on a obtenue, c'est l'abandon du 49.3, qui était une brutalisation de la vie politique, c'est la première fois qu'on débat vraiment sur un budget. Et la troisième chose, c'est l'infléchissement du rythme d'économie. Vous avez très bien expliqué en ouverture de votre débat, de notre débat, que le budget présenté est à peu près à 4,6% du PIB, et il a annoncé, le Premier ministre, qu'il acceptait d'aller jusqu'à 5. Aller jusqu'à 5, ça veut dire 9 milliards d'euros de marge de manœuvre pour, effectivement, diminuer le rythme d'économie pour l'école, pour l'hôpital, etc. Et par ailleurs, nous, on a expliqué une ligne extrêmement claire. Soit il y a des mesures de justice sociale et fiscale fortes, soit c'est la censure. Le fait de rester à la table des négociations en menaçant de la censure, ça permet effectivement d'obtenir des choses. Moi, je préfère ce qu'on a obtenu, et d'ailleurs LFI a fait passer, alors à ce moment-là, il ne faut même pas siéger dans l'Assemblée nationale, et c'est considéré qu'un mandat de député, c'est censurer des gouvernements jusqu'à ce que soit tout notre programme et rien que notre programme. Là, ils travaillent, et d'ailleurs ils sont assez présents, ils obtiennent des choses sur la taxe sur les multinationales, sur la taxe sur les GAFAM, sur la taxe sur les super dividendes, sur la contribution exceptionnelle sur le redu. Tout ça, c'est des victoires que la gauche a obtenues depuis 5 jours. Donc on obtient des infléchissements, et je vous le dis, en toute transparence, et effectivement, on a ce défaut de dire pas aux électeurs ce qu'ils veulent entendre, mais de dire aux électeurs la vérité. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc, ça ne sera pas un budget de gauche. Et je vous confirme qu'il y aura beaucoup, et j'en suis désolé, pour l'école, pour l'hôpital, pour le pouvoir d'achat, beaucoup d'irritants dans ce budget. Mais ce qu'on essaie de faire, et pourquoi on se bat de 9h à minuit avec l'ensemble des députés de la gauche, c'est pour arracher des victoires, parce qu'ils savent très bien que si, pour la 4e fois, ils s'obstinent à continuer la même politique, alors même qu'ils ont perdu, ils seront censurés, ils tomberont, on ira à la dissolution, et on verra bien ce que ça donne. Mais moi, je ne joue pas la roulette russe avec l'avenir des Français. Alors, Madame Garnier, juste avant de vous donner la parole, je rappelle un chiffre. Les profs sont au bord de la crise de nerfs en France. L'OCDE compare justement les conditions de travail et de satisfaction des enseignants des pays du monde entier et en France. Et depuis 2018, elles se sont nettement dégradées. 13% de la profession regrette d'avoir choisi ce métier, un chiffre du coup bien en dessous de la moyenne de l'OCDE qui est à 20%. En plus, vous êtes concerné, vous avez parlé justement tout à l'heure de l'école. Donc, je vous laisse répondre aussi à ce qu'a dit M. Skenazy. La situation de l'école, en réalité, il faut
Il faut la vivre de l'intérieur pour voir à quel point c'est une souffrance, à la fois pour le personnel, pas que enseignants, hein, il faut voir beaucoup plus large, hein, oui. Les administratifs aussi, ce qu'on appelle les surveillants, les pions, les CPE, les ça va aggraver le service public aussi d'une certaine façon. Et les premières victimes là-dedans, ce sont les élèves. Ce sont les élèves, parce que ce sont eux à qui on donne, à qui on prend en réalité, à qui on enlève des chances dès le départ. Parce que quand ils se retrouvent à 35 dans une classe, ben non, on ne va pas me faire croire que l'enseignant pourra s'occuper des 35, c'est absolument impossible. Donc on va arriver à un système qui est déjà le cas, c'est-à-dire ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui partent avec un bagage, avec un capital culturel qui est déjà présent, et puis les autres... débrouillez-vous. Et on a des politiques qui accompagnent en plus cette fracture en réalité entre deux sortes d'éducation. Et je siège à la région et on voit Valérie Pécresse qui finance à plus de 10 millions d'euros les enseignements privés. Et ce sont des enseignements privés qui en plus posent de vraies questions en termes de brutalité, en termes de violence, qui sont couvertes, en termes... donc là, il y a un vrai sujet sur, en réalité, une privatisation qui ne dit pas son nom de l'éducation. Et je travaille dans un lycée professionnel et je pourrais vraiment vous en parler. J'en ai même écrit un livre là-dessus où je décris en réalité mon parcours. J'ai été recrutée comme contractuelle. Donc j'ai fait le recrutement en 30 minutes. J'ai eu mes premières journées de formation à peu près 7 mois après avoir commencé. Donc vous voyez à quel point ça pose véritablement des questions, la précarisation qu'il y a dans ce métier qui est mal payé, qui est maltraité, qui est mal considéré, bien évidemment. Et ça va aller de mal en pire. Et on le voit notamment sur les lycées professionnels, parce qu'on a une nouveauté qui s'appelle les écoles de production, qui en réalité ne sont pas si nouvelles que ça, mais qui vont être amplifiées. Les écoles de production, ce sont des écoles privées, hors contrat, financées quand même avec de l'argent public, il faut le faire, hein. Ils ont créé un décret exprès pour ça. Et ce sont en réalité des écoles qui sont tenues par des grands groupes, type Total, par exemple. Total a son école de production. Et dedans, ils font travailler les gamins gratuitement. C'est-à-dire que les gamins sont les 2/3 de leur temps sur les chaînes de production. Ils répondent à des bons de commande qu'ils livrent. Donc, c'est-à-dire que Total reçoit de l'argent en échange de la production de ses élèves et ces élèves ne sont pas payés. C'est de l'esclavage gratuit. Voilà, on va le dire très clairement au bout d'un moment. Et ça, dans la région Île-de-France, on en avait 3 il y a 3 ans exactement. Le but de Valérie Pécresse, c'est d'arriver à 20. Et elle met le paquet là-dessus. Par exemple, elle finance ça à hauteur de 5 000 € par an par élève. C'est 2 fois plus que dans les lycées, pour les lycées publics. Donc, comprenez en réalité qu'ils n'ont pas de limite en face. Ils n'ont pas de limite dans l'inhumain. La même Valérie Pécresse qui a supprimé les subventions pour les MDPH. Vous savez, ce sont les maisons qui s'occupent notamment d'accompagner toutes les personnes en situation de handicap et à les aider financièrement. Elle a supprimé ça. Les missions locales. Mais donc, comprenez en réalité qu'en face, il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. La seule limite qu'on leur mettra, c'est celle qu'on leur imposera. Et je pense que, à force de faire tomber les gouvernements, c'est pour ça que je reviens en réalité au fond du problème. Parce qu'on n'a pas qu'un problème de service public, on a un problème fondamental d'une minorité qui s'accapare en réalité tous les pleins pouvoirs et qui essaye de faire passer coûte que coûte sa politique au détriment de l'intérêt général. Et donc, il faut renverser, nous c'est la politique en réalité qu'on combat dans sa globalité. Parce que c'est cette politique qui fait qu'on a des pauvres, qu'on a des services publics qui sont à la ramasse, etc., etc. C'est ça qu'on combat. Et donc, là où, évidemment, on a un désaccord, c'est bien évidemment sur la stratégie, mais on a aussi des désaccords, et ces débats le montrent aussi sur certains points, effectivement, où nous n'arrivons pas à trouver des accords et qui correspondent en réalité au programme. Et c'est là aussi où c'est pas une question d'être puriste. C'est une question que la crise politique qu'on traverse est une crise démocratique. Et aujourd'hui, on a des gens qui ne croient plus dans les politiques. Et ça, c'est une catastrophe. Et pourquoi est-ce qu'ils ne croient plus ? Parce qu'ils se disent, ils ne savent pas la personne qu'ils ont élue, si demain, elle respectera encore son vote. Et moi, c'est pour ça que je me suis engagée en politique. On est à peu près de la même génération. En 2005, il y avait eu un référendum, vous vous rappelez ? Et on avait tous voté non. Oui. Et qu'est-ce que le résultat ? C'est passé après. Et ça, je peux vous assurer que c'est une déchirure totale. Et c'est pour ça, moi, que je me suis engagée en politique. Parce que justement, je ne voulais plus qu'il y ait des traîtres. Et la trahison... J'attendais le mot. Bah oui. Enfin, excusez-moi, quand vous votez quelque chose et qu'après, ça passe finalement, c'est une trahison. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, sinon. Moi, je me suis engagée en politique justement pour ça. C'est-à-dire pour dire, il faut qu'il y ait un contrat.
qui soit passé entre les électeurs et leurs élus. Et ce contrat, c'est une profession de foi, c'est un programme. Et je n'ai pas fait ça pour que vous vous sentiez visé. Parce que malheureusement, il y en a plein. Le Rassemblement national ne joue qu'à ça, par exemple, en disant « Ah, la main sur le cœur, on va faire du social ». C'est pas vrai, vous l'avez dit vous-même. Qu'est-ce qu'ils font? Ils votent pour sauver les milliardaires. Vous voyez bien que ils en ont rien à faire aussi du programme. Autant qu'il faut taper sur des étrangers, ils sont contents de toute façon. Le reste, ils s'en fichent. Donc, c'est ça en réalité. C'est pour ça que... Désolée de dépasser un petit peu le cadre stricto du budget, mais la crise qu'on traverse est une crise bien plus profonde que ça. Et c'est pour ça que nous, on parle de 6e République. C'est pour ça qu'on a un programme qu'on construit, parce que justement, il faut proposer une autre perspective. Et c'est ça notre travail aussi en tant qu'élu. Je vais vous laisser répondre. On va juste d'abord écouter Carole Delga, donc présidente de la région Occitanie, pour qui il faut une gauche qui aime l'entreprise. On l'écoute tout de suite. Je pense qu'il est nécessaire de demander une contribution à ceux qui en ont les moyens pour pouvoir augmenter les bas salaires et ne pas, par exemple, avoir des franchises médicales qui sont augmentées. Qu'est-ce qu'il faut? C'est conserver la compétitivité de nos entreprises françaises. La taxe Zuckman proposée par le Parti socialiste, défendue par le député Philippe Brun, permet de sortir de ce champ d'application fiscale tout ce qui concerne les start-up innovantes et aussi ce qui concerne les entreprises familiales. Donc, voilà, nous sommes cette gauche qui aimons l'entreprise parce que nous aimons le travail. Mais il est nécessaire de lutter contre les phénomènes d'exonération fiscale et d'optimisation fiscale. On voit mal la le France chemin. est en Marine difficulté. Le Pen dit qu'elle votera contre. La France est en difficulté. Mais bien sûr que Marine Le Pen et les extrêmes sont dans des démarches personnelles, sont dans des volontés de chaos. Donc nous, ce que nous devons, c'est trouver une voie d'équilibre, une voie de compromis. Ce ne sera pas le budget du Parti socialiste qui sera voté, nous le savons. Mais pour autant, on doit faire en sorte que les plus modestes arrêtent d'être taxés, arrêtent d'être diminués dans leur capacité à vivre, et au contraire, que les super riches soient favorisés. C'est une question d'équilibre, c'est une question de stabilité sociale du pays. Donc, Madame Delga, députée PS et présidente de la région Occitanie. Elle n'est pas députée, hein. Elle est présidente de la région. Présidente de la région, affirme qu'il faut une gauche qui aime l'entreprise. Donc, concrètement, en fait, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et comment est-ce qu'on peut conjuguer justement le soutien aux entreprises et la protection des salariés sans vider, si on peut dire, la gauche de sa substance? Je pense que vous l'avez entendu. Elle dit que la priorité, ça doit être, et moi je le partage, en dehors des services publics. Vous avez parlé de l'école en cherchant absolument à dire qu'on avait des divergences sur le fond. Moi, je suis d'accord à peu près avec tout ce que vous avez dit sur l'école. Et j'ajouterai l'hôpital. Je pense que je ne connais pas un service public qui va bien en France. La recherche, la justice, la transition écologique. Mais je mettrais vraiment en haut du panier des services publics les plus en souffrance, l'éducation et la santé. Pour la réalité que vous avez décrite et la réalité que j'ai connue moi pendant 4 ans dans les hôpitaux de Gonesse et de Saint-Denis. Simplement, oui, il y a 30 millions d'emplois en France aujourd'hui qui sont dans les entreprises. Si on prend des décisions qui sont dogmatiques et qui font qu'on supprime et qu'on ferme des sites et qu'on supprime des emplois, on n'aide pas les gens qu'on est censé aider. Ce qu'elle a dit là à l'instant, c'est de dire qu'aujourd'hui, des gens travaillent et n'arrivent plus à vivre de leur salaire, alors que c'est quand même le contrat. La droite nous taxe d'assistanat. Je rappelle que le combat historique de la gauche, c'est la défense des travailleuses et des travailleurs pour qu'ils gagnent en conditions de travail, les semaines de congés payés, la sécurité sociale, et qui gagnent en rémunération pour que quand on travaille, et qu'on travaille dur, on puisse à la fin du mois vivre de son salaire, c'est-à-dire quoi? Au moins se loger, se soigner, se nourrir, sans même parler d'avoir accès aux loisirs, à la culture et au sport, qui me paraît à moi fondamental. Et donc pour avoir ce droit-là, il faut effectivement lutter contre les représentants des entreprises qui veulent parfois pas partager les richesses et qui veulent donner plus aux dividendes qu'aux salariés. C'est pour ça qu'on veut mettre en place et qu'on a fait voter un certain nombre de taxes pour mettre à contribution plus les entreprises. Mais effectivement, il faut faire attention à conserver des entreprises en France qui recrutent, qui innovent, qui investissent et qui emploient pour donner du travail aux Françaises et aux Français qui ne demandent pour la plupart qu'une chose, c'est de pouvoir travailler et de vivre de leur travail. Non, mais je reviens sur ce que disait la France, la gauche qui aime. Ça veut rien dire en fait, vraiment. Ça ne veut rien dire. Ça, c'est peut-être un slogan qui peut peut-être faire plaisir à certains, mais il faut comprendre. Ça veut dire quoi l'entreprise? En réalité, nous, ce qu'on est en train de voir, c'est que aujourd'hui, les entreprises sont aidées parce qu'on est dans une politique de l'offre.
C'est ça la politique qui est menée. Nous, ce qu'on demande, c'est plutôt de partir sur une politique qui repose sur les besoins. Et les besoins, c'est quoi ? C'est déjà d'avoir des usines, des industries qui reposent déjà sur le local, qui soient présentes et qui ne soient pas organisent pas le grand déménagement du monde. C'est-à-dire qu'on est là pour instaurer une souveraineté industrielle, une souveraineté agricole, une souveraineté... Enfin, vous comprenez, en fait, il faut partir des besoins. Et les besoins sont lesquels ? Et c'est comme ça qu'en réalité, on va construire. Parce qu'on part de la consommation locale, qui est quand même, pour 50%, est extrêmement importante et qui aide les entreprises. Donc, quand on dit les entreprises, en réalité, il y a tout et n'importe quoi là-dedans. Il y a les petites entreprises, les moyennes entreprises qui, elles, sont taxées, qui, elles, créent de l'emploi, qui, elles, ne délocalisent pas, qui, elles, ne font pas d'évasion fiscale. Et à l'inverse, il y a des grands groupes qui se cachent souvent derrière elles pour, en réalité, détruire de l'emploi et profiter des aides publiques pour, en réalité, faire de l'optimisation fiscale. C'est ça qu'on dénonce. Ça ne veut rien dire, la gauche qui aime l'entreprise. L'entreprise, c'est un monde, en réalité, qui est extrêmement distinct. Vous venez de leur faire une petite déclaration d'amour, quand même, en disant l'entreprise locale qui produit, qui offre de l'emploi, qui offre des services. Non, je ne fais pas une déclaration. Il s'agit simplement de ne pas les traiter comme des ennemis. Il faut les traiter comme des partenaires extrêmement exigeants pour qu'ils partagent les richesses, qui gardent leurs emplois en France, vous n'écoutez qui pas les investissent. Alors ce qu'on cesse de dire. Les PME aujourd'hui sont beaucoup plus taxées que les grandes entreprises. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle on a fait passer un amendement Philippe Brun hier qui fait un taux réduit pour les PME jusqu'à 100 000 euros de chiffre d'affaires, alors que c'est 50 000 euros, ils paieront que 15% d'impôts. Voilà. Donc ça, c'est passé. Il y a d'autres choses que vous avez fait passer qui sont pas terribles non plus. Donc on ne va pas revenir là-dessus, on ne va pas se fâcher, mais quand même, il y a des choses... voilà. Non, mais pour résumer tout le problème... Non. Pour résumer, que ce le soit problème, sur la fiscalité, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur ça, j'ai toujours pas compris comment la censure par coup de baguette magique, ça donne tout ça. Moi, non, mais un jour vous m'expliquerez peut-être. Je n'ai toujours pas compris le raisonnement et comment. Vous m'expliquerez comment vous arrivez à faire. Par le débat parlementaire. Non, madame. Le débat parlementaire, avec vos collègues toutes les nuits. C'est exactement ce que je vous ai expliqué. C'est que ce débat, en réalité, vous ne savez pas où est-ce qu'il va nous mener. Vous ne le savez pas. Mais parce bien sûr, on n'a pas le pouvoir. Et madame. moi, je peux vous le dire que je peux vous assurer que il va nous mener à un budget qui va être cruel et monstrueux. Et ça, il n'y a pas besoin d'être devin pour le deviner. En quoi la dissolution aurait fait qu'il aurait été meilleur derrière ? Parce qu'on revenait au vote. Et parce que contrairement à ce que disent tous les sondages qui prédisent n'importe quoi la plupart du temps, il faut revenir au vote. Parce qu'aujourd'hui, il y a une crise. Quand même, sur la percée du RN, madame. Écoutez, vous savez très bien, ils nous ont fait le coup. Mais vraiment, à chaque fois, vous tombez dans le panneau. C'est dingue. À chaque fois, on nous dit... On est des traîtres ou on se fait rouler dans la farine ? Parce que c'est l'un ou l'autre. Parce que là, on est les deux en même temps. Soit on est des idiots, on se fait rouler dans la farine. Soit on est des traîtres, on est très machiavéliques. Non, mais me tendez pas des perches. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une crise politique qu'on est en train de traverser. Et qu'en cas de crise politique, alors il faut toujours revenir au peuple. Il faut revenir au vote. C'est ça, un fonctionnement démocratique. Vous avez la garantie que ça donnerait une majorité absolue à NFP ? Mais monsieur, quand on lance des élections, on n'a jamais la garantie de quoi que ce soit, sinon on ne vit pas en démocratie. Parce qu'on n'est pas content. Vous ne souhaitez pas la dissolution, monsieur Eskenazi ? Alors, moi, c'est simple. Moi, je respecte le résultat des urnes des électeurs. Je sais que mon mandat ne durera que 3 ans, de toute façon. Ou pas. Non, je le sais. En 2027, il y aura une dissolution. Le président, qui soit d'extrême droite ou de gauche, dira Français, l'Assemblée est divisée en 3. Si vous voulez que je mette en œuvre mon programme, je dissous l'Assemblée. Donnez-moi une majorité. Donc, il y aura nécessairement, de toute façon... Et pourquoi vous ne voulez pas de vote avant ? Alors, attendez, je vais y venir. Il y aura nécessairement, de toute façon, une dissolution en 2027. Ça, c'est absolument certain. Et je pense qu'avec une dynamique présidentielle, si ce que j'espère la gauche gagne les présidentielles, elle pourrait là obtenir une majorité absolue. Je considère que ça n'est pas démocratique de dire tant que le résultat me va pas à moi, ce que disent LFI et le RN, tant que le résultat me va pas, je demande la dissolution jusqu'à ce que j'ai la majorité absolue. C'est exactement le même discours des deux côtés de l'hémicycle. C'est de dire je ne respecte pas le résultat parce qu'il ne me va pas. Non, les Français ont mal voté, ils ont mal choisi. Et donc je demande la dissolution jusqu'à avoir une majorité absolue. Moi, je trouve ça pas respectueux du résultat des élections, premièrement. Et deuxièmement, effectivement, aujourd'hui, et dans les coulisses, beaucoup de vos collègues nous remercient d'avoir fait ce choix-là parce qu'ils savent très bien qu'il s'allait très compliqué pour eux. D'accord. Je ne donnerai pas de nom parce que je suis respectueux et ce qui se dit à la buvette reste à la buvette. Mais je peux vous garantir qu'ils sont nombreux à nous remercier d'avoir fait ce choix-là. Parce que, en gros, dans les sondages, aujourd'hui, même si on regarde, allez, on peut prendre 2, 3, 4, 10 points de marge d'erreur, donne une percée de 100 sièges de plus pour le Rassemblement national, un peu plus pour LR, un peu plus pour le PS, un effondrement total de LFI. Et donc, je ne vois pas en quoi demain... cette nouvelle assemblée-là, où il y aurait moins de gauche et beaucoup plus de RN, donnerait un budget plus juste. Et le fait de dire, moi je parie là-dessus, dans un moment...
Si c'est un pari, Non, le fait c'est de pas dire un je pari. demande la dissolution. On est en démocratie, Et- c'est pas un et pari. le fait on est pas de en train dire- jouer là. Non, Bah excusez-moi. si, en fait, non. là vous jouez avec la vie des Non, Françaises et c'est des vous Français. qui jouez. Non, Parce que justement, je trouve vous que le faites pari des du réunions, débat vous faites- démocratique est Non. moins risqué que le pari de la Non, monsieur. destitution. Et les élections, ce n'est pas un jeu, Mais d'accord. madame, Le but, vous dites que le président c'est de revenir démissionnerait. devant les Qu'est-ce qui vous électeurs. fait dire qu'il démissionnerait? Déjà, en arrêtant de nous comparer avec Qu'est-ce le qui vous ferait Rassemblement dire- national, Mais vous portez le pour même commencer, discours sur non, la on ne porte stratégie. pas le même discours. Sur la stratégie, si. Non, on ne porte pas le même discours parce que eux ne pointent pas la responsabilité de Macron. Nous la pointons. Donc déjà, arrêtez, s'il vous plaît, de nous mélanger avec le Rassemblement Mais je vous national. mélange pas. C'est Là- franchement là- désagréable. Là, en J'essaye l'occurrence, le d'être choix agréable, tactique est s'il le vous même. plaît, je vous assure. Essayez de l'être aussi. C'est vraiment pas à la hauteur. Donc, je répète, nous, ce que nous demandons, c'est revenir au vote. Pourquoi vous ne voulez pas revenir au Mais vote? je viens de le Parce dire. que en réalité, les électeurs se sentent trahis par vos choix, c'est pas par vrai, votre madame. stratégie. Ah, Mais excusez-moi. moi, je vous le dis, je suis sur le Moi, terrain je peux tous vous les jours. assurer. Je suis sur le terrain Eh ben, tous les moi, je jours, peux les gens vous de gauche assurer disent que ah je suis enfin aussi vous le parlez terrain enfin. tous les jours, que dans la circonscription d'Olivier Faure, je peux vous assurer que pour lui c'est très compliqué Mais de parce mettre que vous quelques parlez à pieds. vos militants, mais Non, madame. je ne parle pas à mes militants, je parle aux gens, Bah, parlez puisque aux je Françaises et aux distribue. Français Je et- parle. Vous êtes obligé d'être aussi. Donc vous parlez, mais moi non en fait. C'est quoi Si ça? on s'écoute parler. Donc juste, je Ouais, termine Je là-dessus. laisse finir là-dessus. En réalité, les gens se sentent trahis, ils ne se sentent pas compris. Et s'il faut mettre fin à cette crise démocratique, il n'y a aucun autre moyen que revenir par les votes. Parce que ça, c'est transparent, ça ne se règle pas avec des réunions secrètes, ça se règle avec Mais les qu'est-ce qu'on fait électeurs. s'il y a de nouveau 3 blocs? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a une majorité RNLR? Faites des réunions secrètes, Non, si mais ça vous répondez à plaît, ma question, madame. mais faites en sorte de au moins respecter les électeurs. C'est ça Mais c'est qu'on ce que vous je fais, demande. madame. Non, Je me vous ne bats le tous les faites jours pas. pour la justice Vous sociale et avez écologique. été élu Pas sur pour un que programme. Mélenchon soit Alors, Premier juste, Vous on ministre. avez s'écoute parler, été parce que élu même pour sur nous- un programme de rupture. Et vous êtes en rupture, en réalité, avec ce programme. Et c'est ça Mais qui pose un je problème. comprends Non, j'entends, vous ne madame. comprenez Mais pas. Alors, si, peut-être Parce j'entends. que, Peut-être justement, que vous serez d'accord. juste pour terminer, moi j'ai vu comment Olivier Faure avait négocié en 2024 pour absolument faire partie du NFP, parce qu'il savait très bien que sinon il ne pouvait pas repasser. Et je me Mais doute vous non plus, madame. qu'avec la même motivation et la même énergie, vous êtes en train de négocier en réalité avec les macronistes Mais pourquoi? pour faire en sorte de ne pas revenir devant les électeurs. Madame, Parce j'ai que gagné s'il y à a quelqu'un, 60%, il j'ai n'y a pas que peur de les revenir devant les antidémocrates. S'il vous plaît, s'il Il vous n'y a plaît, que il les nous reste antidémocrates juste- qui Il nous ont peur reste du 5 vote. minutes. Mais non. J'aimerais Nous juste n'avons qu'on pas aborde peur un du dernier vote. sujet sur lequel Jamais. vous serez Vous devriez. peut-être Vous d'accord. devriez. L'État qui Non. est à découvert de 3 400 milliards annonce interdire justement les découverts, sachant que 22% des Français et un jeune sur deux survivent à partir du 16 du mois avec un Je ne découvert. sais pas Donc, si on va être d'accord vu qu'ils se sont abstenus le PS. Alors, on va Je suis pas écouter. sûr d'être d'accord parce que juste- Manon Aubry a voté pour cette directive Alors, européenne. juste, Non. on va C'est la écouter transposition Mathilde qui pose Panot, souci. donc présidente Ah bon. du groupe LFI à l'Assemblée nationale, à ce sujet. Et je veux alerter sur la bombe sociale que cela représente dans notre pays. Je rappelle qu'il y a 22% des Français dans notre pays qui survivent à partir du 16 du mois avec les découverts autorisés. Je rappelle que 4 personnes sur 10 dans ce pays disent qu'ils ont eu recours au moins une fois aux découverts autorisés, une fois dans l'année, et que cela touche particulièrement les jeunes, c'est 1 personne sur 2, les mères de famille, là aussi 1 personne sur 2, et les enfants, puisque on retrouve là aussi sur les foyers avec enfants une plus forte utilisation du découvert. Donc cela ne suffit pas à Emmanuel Macron d'avoir plongé 1,2 million de personnes sous le seuil de pauvreté avec 1,2 million de pauvres en plus en 8 ans. Ça ne lui suffit pas d'avoir réduit la France à un État qui a faim, puisque maintenant dans le pays, 1 personne sur 3 dit se priver régulièrement de repas, notamment pour nourrir ses enfants. Il faut rajouter en plus une attaque frontale contre les plus pauvres, qui est là aussi la preuve du mépris macroniste, puisque cela relève aussi d'une infantilisation qui est absolument insupportable envers les personnes les plus précaires de ce pays. Alors rapidement, selon vous, est-ce que cette proposition elle va dans le bon sens pour la justice sociale ou est-ce qu'elle va créer encore de nouvelles contraintes pour les plus vulnérables ? Bien écoutez, je dirais les deux, parce que on sait très bien que l'octroi de crédit à la consommation ou de découvert avec des agios extrêmement importants, finalement les riches s'enrichissent parce qu'ils placent, ils ont des intérêts, les pauvres s'appauvrissent parce qu'ils payent des agios. Donc il y a deux choses. Cette résolution propose de laisser les découverts libres jusqu'à 200 € et au-delà de 200 € de vérifier la solvabilité des personnes, de les informer du taux, etc. Donc la meilleure information du consommateur, à mon avis, c'est plutôt une bonne chose. C'est la raison pour laquelle Manon Aubry a voté cette directive européenne et je reprends ces mots en disant je l'ai votée car elle apporte un meilleur niveau d'information effectivement aux consommateurs et aux personnes qui détiennent des comptes dans les banques. Par contre, effectivement, le revers de la médaille, c'est qu'il y a beaucoup de Français
Françaises et de Français, énormément même, qui ne survivraient pas sans ces autorisations de découvert, et donc il faudra être extrêmement vigilant auprès des banques pour qu'il n'y ait pas un resserrage de vis qui mette les Français en difficulté, encore plus en difficulté demain. Alors rapidement, Julie Garnier, s'il vous plaît. Les choses sont un tout petit peu plus complexes que le raccourci qui a été fait. Et il y a une directive effectivement qui si vous ne pouviez pas me couper, du coup, ça serait sympa. Une directive qui justement permettait d'encadrer les crédits à la consommation. Mais en réalité, il y a eu une transposition. Et c'est là où il y a le problème de la transposition, parce qu'elle a intégré en réalité ces découvertes. Et là, le Parti socialiste et le Rassemblement national s'est abstenu, ce qui a permis de faire passer ça. Et c'est un vrai problème, comme le dit très justement Mathilde Panot en réalité. C'est un problème parce qu'aujourd'hui, vivre avec le découvert est on ne peut plus s'en passer. Ce n'est pas un choix. Consoeur Marion Lopez, et n'oubliez pas de nous soutenir. Le média doit avoir sa fréquence sur la TNT francilienne. Signez et faites signer notre pétition sur tntdesindés.fr pour une TNT libre, ouverte et démocratique. On vous souhaite une très belle soirée sur le média.